Bonsoir Jacques Folloroux. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service international du Monde, en charge des questions de sécurité et de renseignement. Et on vous doit cet ouvrage, La guerre secrète des espions, c'est chez Plomb. On a appris il y a quelques jours que les États-Unis ont espionné plusieurs personnalités politiques européennes de premier plan, dont des Français et des Allemands, et parmi eux, Angela Merkel. Mais alors, ce qui choque le plus dans cette affaire, c'est que cet espionnage aurait été rendu possible, finalement, par un de nos alliés européens, le Danemark. Donc, en gros, c'est coup tordu entre amis. Oui. Alors, tout ça, ça commence en 2005. On est après les attentats du 11 septembre. Les démocraties occidentales se serrent les coudes. Et pour répondre aux menaces, notamment terroristes, l'idée, c'est quand même de bâtir une toile de surveillance à la faveur d'une révolution qui s'appelle la révolution d'Internet, la révolution du numérique. Et donc, au croisement entre renseignement, espionnage et révolution d'Internet, il faut créer de puissants moyens techniques capables de collecter massivement les données. Or, à cette époque, au début des années 2000, le pays qui maîtrise, qui a le savoir-faire, qui a la puissance technologique et l'argent, ce sont les États-Unis. Oui, vous dites que c'est les mentors. Hein. Les États-Unis vont ensuite agir en effet comme mentors et proposer à ses alliés, qui, c'est vrai, post-2001, ont quand même envie de soutenir à la fois les États-Unis, qui ont subi quand même un grave préjudice, et se protéger eux-mêmes. Et ça concerne en gros tout l'Occident démocratique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, 2005, il va y avoir une réunion assez importante à Amsterdam en juin, où les chefs des renseignements techniques de 12 pays vont se réunir et bâtir les bases d'une coopération technique. Et là, le deal, c'est un deal qui est proposé par les Américains, qui est de dire, écoutez, voilà, nous, on peut vous fournir clé en main du matériel. C'est très puissant, ils sont les seuls à le maîtriser à cette époque-là. Mais dans ce cas-là, on va travailler ensemble, on vous l'installe, et on s'aperçoit là en 2021, grâce à une fuite dans la presse, parce que les Danois, ils avaient le poteau rose, ils l'avaient découvert dès 2015, en regardant après les révélations de Snowden, ils avaient regardé chez eux ce qui avait été fait, et en 2015, les services danois s'aperçoivent qu'en effet, ils avaient été doublés. Très concrètement, quand même, l'idée dans cet grand consortium et cette entente post-attentat, c'était pas de pouvoir s'espionner les uns les autres et surtout pas entre pays européens. C'est toute l'ambiguïté en fait de cette coopération. C'est-à-dire que d'un côté, les Américains en effet travaillent côte à côte avec leurs alliés européens et danois, mais c'est vrai qu'en matière de terrorisme, ils ont plutôt joué franc jeu, si on regarde les 20 ans qui viennent de s'écouler. En revanche, l'espionnage, il ne porte pas essentiellement sur les questions de terrorisme. Les questions de renseignement, la collecte de données, elles portent en grande partie sur un tas d'autres questions. C'est-à-dire que là, ce qui a été récolté, toutes ces informations, on dit que des SMS, des coups de fil ont été décryptés, notamment ceux d'Angela Merkel. La justification de la lutte antiterroriste, vous dites qu'elle est loin d'être la seule. Je pense que chacun peut quand même, sans être un spécialiste, comprendre que Angela Merkel, des entreprises françaises ou allemandes, n'étaient pas, comment dire, sur la première menace en termes de terrorisme. Donc on est bien sur sur une autre bagarre entre pays et entre pays alliés. Qu'est-ce qu'ils récupèrent comme information ? Ce sont des informations, par exemple, avant une grande négociation commerciale ou politique ou diplomatique entre les États-Unis et des pays européens. Et ben dans ces cas-là, il est toujours préférable de savoir ce que votre partenaire a en tête, de ce qu'il a comme proposition, et sans parler des grands contrats commerciaux. Il y a également un intérêt pour les entreprises américaines qui recevront l'information par les services américains, de savoir ce que leurs concurrents français, allemands, proposeront lors de ce deal. Pour emporter, parce qu'à la clé, c'est quoi ? C'est aussi un intérêt national. C'est l'argument des gouvernements, parce qu'ils vont dire, de la sorte, je défends mes emplois, je défends mon PIB, et en défendant mon économie, ma politique, je défends mon pays. Oui, vous dites que c'est finalement un jeu de dupes. Et alors, étrangement, les réactions des pays concernés sont assez discrètes, pour ne pas dire molle. Je vous propose qu'on écoute la réaction de Clément Beaune, c'est donc le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes. On n'est pas dans un monde de bisounours. Donc ce genre de comportement, malheureusement, peut arriver, on va le vérifier. Vous voulez dire qu'on fait la même chose avec les Américains ? Non, je dis que simplement entre alliés, il doit y avoir, même si on n'est pas dans un monde de bisounours, une confiance, une coopération minimale. Donc ces faits potentiels sont graves, il faut les vérifier. Bon, fait potentiel, monde de bisounours. En fait, il n'a pas vraiment l'air surpris. Non, il n'est pas surpris. Et en plus, je trouve que le terme de bisounours, je veux dire, c'est une façon un peu de dédiaboliser la chose, de la ramener finalement à une espèce de folklore.
Et nous écarter, nous, peut-être aussi, tout un chacun citoyen de l'analyse de la situation. Parce que même si, en effet, l'information, justement, sur la coopération, alors est-ce que c'était sciemment ou pas sciemment? Est-ce que le Danemark savait? Est-ce que le Danemark savait ou ne savait pas les moyens qui étaient utilisés par les Américains, etc., pour finalement espionner soit contre eux-mêmes, soit contre les alliés du Danemark? Ça, on ne sait pas. Mais la question de fond, elle n'est pas celle-là. Elle est de savoir, est-ce que c'est normal que des démocraties occidentales, finalement, se dotent de moyens puissants, très puissants d'espionnage massif? Où ça passe d'ailleurs? Ça passe essentiellement aujourd'hui. On parle beaucoup de la 5G, mais c'est pas non, que la 5G. C'est pas la 5G. Aujourd'hui, finalement, le renseignement technique, il épouse aujourd'hui les technologies modernes de communication. C'est-à-dire que 98% de toutes les données de communication, les données de connexion même, transitent par des câbles de fibre optique qui transitent au fond des océans. Des câbles sous-marins, c'est ça? Des câbles sous-marins. Et donc, ces câbles sous-marins, à un moment donné, ils arrivent, ils touchent des continents. Et la France est très bien placée, d'ailleurs. Elle est au carrefour d'un grand nombre de grands câbles sous-marins internationaux. Et là, vous avez en effet des stations terrestres qui vont recevoir cette donnée massive, ce big data, comme on l'appelle. Et les services de renseignement, enfin les États, ont depuis une vingtaine d'années mis en place des outils très performants qui permettent à la fois de capter, de trier et de sélectionner ce qui les intéresse. Finalement, c'est loin d'être la première fois qu'on entend des alertes, puisque vous le disiez vous-même, Edward Snowden, donc le lanceur d'alerte, ex-consultant pour les renseignements américains, avait déjà révélé ce système de surveillance massif. Ça veut dire que rien n'a été fait depuis et que quoi qu'on dise là aujourd'hui, que disent la France, l'Allemagne, en fait, on continue dans la même direction? Je pense que c'est la grande leçon des Snowden, c'est 2013, on est en 2021. Vous voyez, la déclaration de M. Beaune en disant bisounours, en traitant comme ça, en traitant ce sujet un peu à la légère, ça montre en fait que ce sujet reste un sujet relevant du précaré des États. Ils ne veulent pas que les citoyens... C'est ça. Donc, il y aura des déclarations un peu comme ça, entendues. Mais dans le fond, ça ne se pose pas comme un vrai problème démocratique. Je veux dire, est-ce que c'est normal que les démocraties, finalement, consacrent autant de moyens? Parce que c'est des gros budgets. Ces moyens développent ces moyens d'intrusion. Ça veut dire quoi, bisounours? On ne sait pas bien. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres révélations comme ça? En fait, si vous voulez, grâce à Snowden a quand même ouvert un dialogue mondial sur les questions de surveillance. Et de savoir, au final, d'ailleurs, et pose aussi la question sur l'efficacité de ces moyens de surveillance. Mais après les révélations de Snowden, que la plupart des États vouent aux gémonies, en disant c'est un traître, etc., n'empêche, chacun des pays, y compris la France, ont mené, après ces révélations, des audits très poussés sur la coopération qu'ils avaient eux-mêmes entreprise avec les États-Unis ou avec le Royaume-Uni, un peu le cheval de Troie des États-Unis en Europe, pour voir ce qui avait été fait et ce qui n'avait pas été fait. Là où ils avaient pu se faire doubler grâce à des moyens techniques qu'ils ne maîtrisaient pas. Et aujourd'hui, je veux dire, les Danois, ils avaient déjà rendu leur audit interne en 2015. Et c'est grâce à la presse, c'est grâce donc au débat public aujourd'hui qu'on en parle et qu'il faut en parler de façon sérieuse. Mais la France, elle a fait de même. La France gère ça dans le grand secret. L'Allemagne, elle a fait la même chose en 2015. Le Bundestag, donc le Parlement allemand, en a fait un vrai sujet. C'est dommage qu'en France, on ne le fasse pas. Donc le débat public est important. Absolument. Voilà, c'est ce qu'on fait aussi un peu aujourd'hui. Absolument. Merci encore, Jacques Folloro. Et on peut vous lire, bien sûr, dans Le Monde tous les jours et lire ce livre, La guerre secrète des espions, c'est chez Plomb. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir « Linky embrouille au compteur ». Bonne émission à vous.